Bonjour à tous. Dans cette vidéo, donc, on va aborder le chapitre 4 sur les systèmes à 2 degrés de liberté. Donc, en grand A, on va faire une petite introduction. En grand B, on va étudier les oscillations de deux ressorts couplés en résolvant le système par le principe fondamental de la dynamique. Ensuite, par la méthode lagrangienne. On va par la suite déterminer les solutions des équations du système. Donc on a trouvé ici par ces deux relations. On va également voir le cas particulier du couplage de deux oscillateurs identiques. Ensuite le calcul des modes d'oscillation. Et enfin la solution générale. Et dans la dernière partie de ce chapitre, on va aborder donc le phénomène des battements avec un exemple qu'on va traiter par la suite. Alors donc tout de suite, on passe à l'introduction. Alors comme nous l'avons expliqué lors des précédents chapitres, nous nous sommes basés sur le système masse-ressort pour étudier le mouvement à 1 degré de liberté. Donc masse, ressort, donc c'est sur cet exemple-là que nous sommes basés pour étudier donc la partie 1 des vibrations. Alors, dans ce chapitre, on va continuer à se baser sur le même système. Mais ici, on va rajouter une masse, donc pour avoir 2 degrés de liberté, et 2 ressorts, donc pour étudier le mouvement. On va considérer dans cet exercice, pour ne pas rendre plus complexe le problème, donc on ne va ni considérer ni les forces de frottement, ni les forces extérieures. Donc vous pouvez toujours rajouter si vous avez bien compris le système libre à 2 degrés de liberté. Alors, le système qu'on va étudier, donc c'est le système représenté sur cette figure-là, la figure 1, alors qu'on va expliquer. Donc, nous avons deux masses M1 et M2 qui sont reliées par un ressort de raideur K commun et liées de part et d'autre de deux ressorts de raideur K1 et de raideur K2. Donc, ils sont fixés en ces deux extrémités. L'extrémité à gauche et l'extrémité totalement à droite. À l'équilibre, donc les masses M1 et M2 vont se trouver au niveau de ces pointillés en rouge. Donc M1 ici et M2 ici. Ça, c'est à l'équilibre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer des conditions initiales en tirant par exemple la masse M1 d'une certaine valeur et M2. On peut aussi lui créer donc une condition initiale. On va l'écarter de sa position d'équilibre d'une certaine valeur, à gauche ou à droite. Et puis, à un instant t égale à 0, on va lâcher les deux masses en même temps. Et ces deux masses-là vont commencer à se mouvoir le long de cet axe-là. Parce qu'ici, on les a tirées suivant l'axe horizontal. Alors, à un instant t, la masse M se trouve à la distance x1 de sa position d'équilibre vers la droite. Par exemple, on pourrait aussi traiter le cas où la masse M à l'instant t est située à gauche. Alors, de même que la masse M2 donc, se trouve à la distance x par rapport à sa position d'équilibre. Ici, dans cette figure-là, la masse M se trouve à droite et on peut aussi considérer l'autre cas où la masse M se trouve à gauche de sa position d'équilibre. Alors, leurs positions, comme on le voit ici, sont déterminées par le premier axe O1, X1, donc dirigé de la gauche vers la droite, pour la masse M1, et pour M2, nous avons l'axe O2, X2, donc dirigé également donc de la gauche vers la droite. Alors ici, si on va étudier le mouvement par rapport à la position d'équilibre des masses M1 et M2, c'est juste pour éliminer
les conditions d'équilibre. Hein. Donc, pour ne pas les considérer, donc, comme on l'a vu et expliqué lors des chapitres précédents. Dans ce cas-là, dans cette figure-là, on a considéré x2 à l'instant t, x2 plus grand que x1. On pourra aussi considérer l'autre cas, hein, okay, x1 inférieur à x2. Alors, concernant donc puisque on va utiliser la méthode du principe fondamental de la dynamique, donc on va donner les forces qui sont appliquées à la masse M1 et à la masse M2 respectivement. Alors, pour ce qui est de la masse M1, ici, puisque x1 est dirigé et positif par rapport à l'axe au x1, donc le ressort K1 est considéré comme allongé. Donc, s'il est allongé, donc il y a une force de rappel qui va le ramener à sa position d'équilibre. La force qui va être appliquée par le ressort K1 sur la masse M1 donc, va être dirigée de la droite vers la gauche. Donc, donnée par la force K1, X1, K1 étant la constante de raideur du ressort K1 et X1 étant l'allongement de ce même ressort. Donc, la force F ici, après l'avoir projeté sur l'axe OX1, donc ça va être moins KX1, donc négatif par rapport à cet axe-là. Et puis la seconde force ici, qui est appliquée par le ressort K sur la masse M1, ici elle est dirigée de la gauche vers la droite. Pourquoi? Parce qu'on avait considéré dans notre cas, à l'instant T, X2 est plus grand que X1. Si X2 est plus grand que X1, ça veut dire que le ressort K est en allongement. Donc, s'il est en allongement, donc la force qu'il va appliquer à la masse M tendre de le ramener à sa position d'équilibre. Donc, c'est la raison pour laquelle donc, elle est appliquée de la gauche vers la droite. Et ici, c'est la valeur algébrique de cette force-là. Donc, par rapport à X1 et par rapport à X2. Alors, pour ce qui est des forces qui vont être appliquées à la masse M2, donc nous avons la première force, puisque ce ressort-là est en raccourcissement, parce que X2 est dirigé vers ce sens, donc elle a raccourci le ressort K2. Donc ce ressort-là va appliquer sur la masse M2, donc une force qui va tendre à le ramener à sa position d'équilibre qui est ici. Donc la force, cette force-là, quand elle est projetée sur l'axe OX2, donc elle est donnée par moins K2 X2 et dirigée donc de la droite vers la gauche. Pour ce qui est de la dernière force ici, c'est la force donc, qui est appliquée sur la masse 1 par le ressort du milieu, K. Et puisque X2 est plus grand que X1, donc le ressort K est en allongement comme tout à l'heure, la force qui va être appliquée par le ressort K sur la masse M2 va tendre à le ramener à sa position d'équilibre. Donc, elle va diriger donc, de la gauche vers la droite. Et ici, c'est sa valeur-là quand elle est projetée sur l'axe X2, donc moins, donc négatif, donc elle est négative par rapport, que ce soit par rapport à cet axe-là ou par rapport à cet axe-là. Donc elle va diriger dans ce sens-là avec moins K, X2 plus grand que X1, donc c'est positif, donc K est positif, donc avec le moins ici, donc on vérifie que cette force-là est bien négative. Alors voilà donc pour l'explication du schéma. Alors tout ce qui est écrit ici, donc je viens de l'expliquer oralement. Donc si vous voulez les lire pour mieux assimiler, donc vous n'avez qu'à les reprendre. L'analogie de ce système-là de la figure 1. L'analogie électrique. Alors pour ce qui est de l'analogie électrique, donc, le système électrique équivalent de système mécanique de la figure 1, donc L1 est équivalent à la masse M1, L2 est équivalent à la masse M2, la self qui est reliée au condensateur de capacité C1. Et ici, la masse M2, donc, elle est liée à la capacité C2 du condensateur C2 qui est équivalent au ressort K2. Et ici, au milieu, c'est l'équivalent du ressort du milieu. Hein, donc, du milieu
donné par la capacité. Donc c'est une capacité C qui est équivalente au ressort K. Alors ici, c'est pas directement équivalente au ressort K, mais à l'inverse du ressort, comme on l'a expliqué dans des chapitres précédents. Alors ici, nous avons ici une tension U01 et une tension U02. Ici, c'est juste pour charger, pour créer les conditions initiales. Donc ici, on peut charger le premier condensateur ici d'une tension C1 jusqu'à atteindre une certaine charge assez bonne, donc charge positive par exemple sur l'armature supérieure et la même charge négative sur l'armature inférieure. Donc on peut le charger. Hein. On peut également charger le deuxième condensateur de la même manière, de la même façon. Et puis ici, à l'instant T, on va ouvrir cet interrupteur-là avec celui-là. On va les ouvrir, pardon, parce qu'ils étaient fermés pour les charger. Donc il faudrait qu'elles soient fermées. À l'instant T égale à 0, on va fermer ces deux interrupteurs-là. Il va y avoir donc un échange de charge et de courant entre ces deux circuits. Donc voilà, donc si vous voulez retrouver donc les tensions, etc., donc vous pouvez toujours le faire, ou bien à partir de son équivalent mécanique, vous pouvez également les trouver. Alors ici, ce que je viens d'expliquer sur le schéma, donc ce n'est pas la peine de le reprendre. Donc si vous voulez les reprendre, vous pouvez toujours le faire, hein, en essayant d'assimiler un peu plus ce système. Alors pour ce qui est de la masse M2 également, voilà. Alors maintenant on passe à la résolution du système par le principe fondamental de la dynamique. Puisqu'on a déjà déterminé les forces ici, hein, les forces. Hein. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre somme des forces sur la masse M1 égale à cette force-là plus cette force-là, puisque ces deux forces-là sont déjà projetées, donc on va les additionner directement. Et puis ici, dans le premier membre, on va mettre M1 fois l'accélération de M1 qui est la dérivée double de X1. Donc on va avoir M1 X2 points. Et de ce côté-là, donc ici nous allons avoir M2 X2 points égale à cette force-là plus cette force-là qui sont déjà projetées sur les axes. Donc voilà. Donc on va avoir deux équations, l'une pour la masse M1 et l'autre pour la masse M2. Donc pour la première, donc nous allons avoir M1 X 2.1. Ici pour la seconde, M2 X 2 points, donc moins K X1 moins K X1 plus K X2 moins X1. Voilà, donc je vais revenir au dessin. Donc moins K X1 plus K X2 moins X1. Et pour la deuxième, on aura M2 X2 points égale à moins K X2 moins K X2 moins X1. Donc je vais redescendre un peu plus bas. Voilà, donc en mettant les seconds membres des deux équations dans le premier membre, donc il vient, après avoir mis x1 ici en facteur et x2 en facteur en bas, donc on va avoir m1 x 2.1 facteur plus facteur de k1 plus k facteur de x1 moins k x2, et pour l'autre équation, nous allons avoir m2 x2 points plus k2 plus k fois x2 moins k x1. Alors on va diviser la première équation par m1 et la seconde par m2. Bon. Alors il vient alors x2 points plus k1 sur m1 plus k sur m1 fois x1 moins k sur m1 x2 égale à 0. Et pour la seconde, en mettant x1 devant, pour avoir un certain ordre, pour avoir le même ordre pour les deux équations, donc on va avoir moins k sur m2, x1 plus x2 points plus k2 sur m2 plus k sur m2 fois x2 égale à 0. Donc voilà
le système d'équation. Alors, ce système d'équation-là, on pourra également le déterminer par la méthode de Lagrange. Alors, méthode de Lagrange, donc énergie cinétique moins énergie potentielle. Donc, énergie cinétique de la masse M1 plus énergie cinétique de la masse M2 plus l'énergie potentielle du ressort K1, du ressort K et du ressort K2. Alors, pour ce qui est du ressort K1, alors le ressort K1, il est dans l'allongement d'une distance x1. Donc, on va avoir 1 demi de K1 x1 au carré. Le second ressort ici, il est en rétrécissement de x2. Donc, on va avoir 1 demi de K2 facteur de moins x2 au carré. Et moins x2 au carré, ça va nous donner x2 au carré. Et le ressort du milieu, comme le ressort est allongé de x2 moins x1, donc on va voir son énergie potentielle, ça va être 1 demi de k x2 moins x1 au carré. Alors, justement, tout à l'heure, j'ai oublié de mentionner les forces qui sont appliquées dans le sens vertical. Donc ici, nous avons le poids P et la réaction R qui s'annulent, et c'est pour cette raison-là qu'on ne les a pas pris en considération dans la somme des forces, et également pour la masse M2. Alors, l'énergie potentielle des deux masses-là, on ne les a pas également pris en considération. Pourquoi? Parce qu'ici, on a pris le niveau référentiel d'énergie potentielle comme étant le niveau où se trouvent les masses M1 et M2 qui se trouvent sur le même niveau. Donc, ça va être égal à une constante, et cette constante-là, l'énergie potentielle gravitationnelle des deux masses étant égale à, donc, égale à une constante égale à, qu'on va prendre égale à 0. Alors, je continue. Donc, l'énergie potentielle du premier ressort, du ressort du milieu et du second ressort. Voilà. Donc, en l'écrivant, en mettant plus x1 au carré, donc c'est x1 au carré, et moins x2 au carré, c'est x2 au carré. Alors, en appliquant les équations de Lagrange, puisque maintenant on a deux équations de Lagrange. L'une par rapport à la coordonnée vitesse généralisée x1, et l'autre c'est par rapport à la coordonnée vitesse généralisée x2, par rapport aux coordonnées par rapport à la masse 1, mais par rapport à la masse m2. Alors pour la première, nous allons dériver dl sur dx point. Donc la dérivée de dl par rapport à x point, donc c'est 1 demi de m, puisque x point ne se trouve qu'en cette expression-là, donc c'est cette expression-là qu'on va la dériver par rapport à x point 1. Donc en la dérivant ici, donc nous allons avoir 1 demi de m1, alors 2 fois 2, donc fois x1 point, la dérivée de x1 point 1 par rapport à x1 point c'est 1, et il va nous rester x1 point puissance 2 moins 1. 2 moins 1 ici c'est 1, et ici le 2 avec 2 se simplifie, et on aura la dérivée de d sur dt de mx1 point. Et quand on va dériver cette expression-là par rapport au temps, donc on va avoir m1 qui est une constante fois la dérivée de x point 1 par rapport à dt, donc c'est x de point 1. Et la même chose pour la dérivée pour cette équation-là. Donc on aura exactement la même chose, sauf que il faut changer l'indice 1 par l'indice 2. Alors pour ce qui est de dl par rapport à x point, donc on va dériver cette expression-là par rapport à x1. Alors x1 se trouve à ce niveau-là et à ce niveau-là. Alors on va donc, c'est ce qu'on va dériver par rapport à x1. Alors pour le premier, donc il faut faire très attention ici, il y a le moins ici, parce que la dérivée de L par rapport à x1. Donc ici, il ne faut pas oublier le moins ici. Donc dérivée du moins de ça plus ça. Alors, dérivée, voilà. Alors, la première dérivée, alors le moins, on le laisse en dehors du crochet. Donc nous allons avoir 1 demi fois K1 fois 2 X1. Donc
Le 2 avec le 2 s'en va et on va avoir K1 X1. Plus la dérivée de cette expression-là par rapport à X1, donc c'est 1 demi de K fois 2, ici. La dérivée de l'expression en parenthèse par rapport à X1, donc c'est moins 1. Et puis ici, que va multiplier X2 moins X1 puissance 2 moins. Alors finalement, nous aurons en introduisant le moins à l'intérieur, donc nous allons avoir moins K X1, ici le 2 avec le 2 s'en va, donc nous aurons ici un moins devant, avec le moins ici devant, donc on va avoir plus ici, donc plus K, voilà, fois X2 moins X1, X2 moins X1, et en mettant X1 en facteur, donc nous allons obtenir moins K1 plus K X1 plus K2X. Alors, nous procédons de la même manière que pour L par rapport à la dérivée de L par rapport à X2. Donc, X2 va se trouver en ce terme-là et en celui-ci. Donc ici, on va dériver celui-ci par rapport à X2 et celui-là par rapport à X2. Donc, nous aurons ici, en bas, alors dérivé, voilà, il ne faut pas oublier le moins ici. Donc, la dérivée de premier, ça va nous donner moins K, que le moins ici, comme moins K, X2 moins X1, et ici, Kx2, donc avec le moins devant, donc ça va nous donner moins K2, X2. En mettant par la suite X2 en facteur, donc nous aurons moins K2 plus K, facteur de X2, plus K1X. Voilà. En égalisant ici ces deux relations pour la masse M1 et pour la masse M2, donc nous aurons directement cette équation-là. Donc, en mettant le tout au premier membre, donc nous obtenons cela, et puis en divisant par M1, on obtient ces deux équations-là, qui sont les mêmes que celles déterminées par le principe fondamental de la dynamique.